Notre marchand de journaux. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Maman, avec des dates importantes pour vous. 12 avril 2017, c'est la sortie en France d'un film. Oui, Bienvenue au Gondwana, mon premier long métrage. Oui, et qui a été, je crois, la plus grosse recette en Afrique, oui, devant un autre film culte, Fast and Furious. Oui, et puis devant Spider-Man, devant Pirates des Caraïbes, comme quoi il y a une demande de cinéma africain qui parle aux Africains. Et j'ai eu la chance de le faire avec l'aide d'une société de production française. Donc, comme quoi, l'amitié franco-africaine a quelque chose de bon. Et c'est ce qu'on veut mettre en évidence toujours au détriment de la France-Afrique qui a une si mauvaise presse. Alors, ce film aussi est né parce que les auditeurs vous réclamaient un film, Maman. Oui, les auditeurs de RFI, où je fais toujours cette chronique, la République très très démocratique du Gondwana, où je raconte les tribulations de notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Je dis pas de nom de président, je dis pas de nom de pays, mais je mets toujours quelques petits indices où les gens reconnaissent un coup le Congo, un autre le Niger, le Sénégal, le Mali, partout où il y a quelque chose qui se passe et je mets ça au Gondwana. Et donc ça a créé une attente, ça a créé tout un univers. Chaque fois, je rajoutais un personnage, mais petit à petit, les gens se sont rendus compte que le Gondwana, ce n'est pas que l'Afrique. Le Gondwana, c'est vraiment tout pays où règne l'arbitraire, l'injustice. La France a des aspects du Gondwana. Les États-Unis, à l'époque sous George Bush, aujourd'hui sous Trump, c'est le Gondwana. La Russie, Poutine, c'est président fondateur. La Chine, l'Italie aujourd'hui, l'Espagne, l'Angleterre. Donc c'est vraiment le monde entier pour dire que nous sommes tous Gondwanais, comme disait Kennedy. Et c'est l'injustice. C'est les êtres humains, on écrase les pauvres, c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et c'est inacceptable. Alors justement, ce que vous avez créé, il y a eu le tribunal des flagrants délires en France, il y avait eu le tribunal qui était l'ancêtre en 1938 sur le Poste parisien, une émission très écoutée, et vous avez créé un parlement, le Parlement du Rire. Le Parlement du Rire, c'est un parlement au Gondwana où il y a le bureau exécutif avec le président, c'est vice-président, c'est moi le président, toujours à vie. Voilà, il y a 2 mandats, il fait 2 mandats. Mais 2 mandats de 99 ans. Ouais. Chaque fois. Et c'est vraiment une émission qui est diffusée sur Canal+ en Afrique, et Canal+ est diffusée sur tous les pays francophones en Afrique. Et c'est une émission qui est devenue culte aujourd'hui, qui est en même temps un tremplin pour les humoristes. L'Afrique, c'est un continent avec plein de pays, et il y a beaucoup d'humoristes qui sont des stars dans leur pays, mais qui sont pas connus dans le pays voisin. Et grâce au Parlement du Rire, aujourd'hui, les gens s'asseyent ensemble, du Congo à la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun, le Tchad, le Niger, pour regarder le Parlement du Rire. Et surtout, chaque pays veut voir son représentant. Et du coup, ça devient une sorte de Coupe d'Afrique de l'humour. D'où son succès. Et à chaque fois, les gens relaient ça sur les réseaux sociaux. Oui, notre représentant a été digne, etc. Et du coup, nous, on en profite, les membres du bureau exécutif, pour faire des sketchs sur la corruption, sur les députés qui votent des lois pour leur poche et pour leurs proches. Ah, ça existe ? Eh oui, donc du coup, là, ça parle à tout le monde. Ah oui, voilà, quand on parle des lois qui sont votées à 1h du matin pour augmenter les indemnités, ça parle à tout le monde. Des immunités parlementaires qu'on veut pas lever, ça parle à tout le monde. Mais ça vous crée des ennemis, non ? Il n'y a pas de plainte des pouvoirs publics ? Comme disait l'autre, qui s'excuse, s'accuse. Ouais. Je ne cite personne, je ne cite pas de pays, et du coup, ça devient inattaquable. Partout où je vais, les chefs d'État veulent me rencontrer pour me prouver que le Gondwana, c'est pas eux. Mais je suis pas dupe, mais je vais les voir quand même, parce que ça me donne du pouvoir et ça donne une certaine protection à tous les humoristes qui viennent jouer au Parlement du Rire. Avec ce parapluie du Gondwana, ils sont inattaquables. Alors justement, le film Bienvenue au Gondwana, au départ, c'est une mission de l'ONU, une mission d'observation électorale. Oui. Mais totalement bidon, puisque je crois qu'il arrive... Comme toutes les missions. Oui. Et la devise du pays, c'est loi
loyauté, allégeance, prison. Voilà. Ils viennent observer les élections, comme on dit toujours, venir pour avoir le label, le cachet de la communauté internationale dont on ne sait pas qui elle est. On parle toujours communauté internationale. Bon, on sait que c'est les pays, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est les pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Qui c'est la communauté internationale? Donc ils envoient. Il y a des élections au Gondwana. Oui. Le président fondateur, pour sa réélection, on sait qu'il va gagner, puisqu'on n'organise pas des élections pour les perdre. Oui, Et donc, pour avoir le label démocratie, il invite les observateurs électoraux qui vont venir dire oui, les élections ont été libres et transparentes dans le respect de l'art. Et voilà, et ça continue. Et puis, il est réinvité au Conseil de sécurité, à la Banque mondiale, où on lui prête de l'argent, qui revient immédiatement dans ses comptes ici, Bien ou sûr. en Suisse. Voilà. Et président fondateur, c'est le démocrate absolu. Et dans mes chroniques, j'en parle par la boutade, mais je le dis. Par exemple, il a inventé les élections surprises au Gondwana. Oui. Les élections surprises, c'est le président fondateur qui vient à la télé pour annoncer la date des élections et il dit les élections, c'était hier, j'ai gagné. Voilà, exactement. Ce qui est logique. Oui, ce qui est logique. Et où il y a les élections à 2 tours. Qui sont ici en France, on fait les élections Oui. à 2 tours, mais au Gondwana, les élections à 2 tours sont spéciales. Parce qu'au premier tour, tout le monde vote, Oui. et le deuxième tour, c'est le tour d'honneur que le président fondateur fait, parce qu'il a gagné au premier tour. C'est magnifique. Voilà. Alors, bienvenue au Gondwana, vous avez bénéficié de moyens fabuleux parce que justement les pays vous ont ouvert leurs portes. Oui, de la Côte d'Ivoire, où on a tourné le film à Abidjan et à Moussoukro, vraiment à jouer le jeu. Parce que les gens se disaient, il n'y a pas un pays africain qui va accueillir un film où on va le dénoncer. Eh ben, l'État ivoirien a joué le jeu. Ils ont même financé une partie du film. On m'a accordé tous les moyens. J'ai filmé dans des palais. J'ai eu droit aux moyens de la police. Tous les camions militaires qu'on voit dans le film, c'est des camions militaires offerts par l'État ivoirien. Et du coup, parce que l'État ivoirien voulait faire de la Côte d'Ivoire une sorte de hub de tournage, de plateau d'accueil de tournage, c'est difficile, mais c'est en train de se faire. Et ce film a été fait. C'est une coproduction vraiment avec Mandarin, qui est une société française. Alors justement, Maman, ce que vous dites qui est important dans l'humour, pour vous, l'humour, quand on est au fond du trou, l'humour, ça permet d'en sortir. C'est ça, c'est la politesse du désespoir. On est dans un tunnel tout noir et la lumière qui est au bout, ben c'est l'humour. On s'accroche à cette lumière qui est au bout. Et Romain Bouteille, avec qui j'ai eu la chance de commencer ma carrière, que j'ai croisé plusieurs fois. Qui a créé le Café de la Gare, Exactement. où il a lancé Coluche. Il a lancé Coluche. Moi, je l'ai rencontré au début de ma carrière. J'ai joué avec sa compagne, Saïda Churchill, et Romain Bouteille était toujours là avec nous et il me disait, on peut pas monter sur scène si on n'a pas une colère. Et c'est exactement ce que je ressens moi en tant qu'humoriste africain. Je ne peux pas monter sur scène. Tous les sketchs que je joue sur scène viennent du ventre. C'est quelque chose qui me révulse, l'injustice, la pauvreté que je vois dans la rue, que ça soit en France, que ça soit en Afrique. Et c'est ça qui est mon essence, mon carburant. Et l'humour doit servir à ça. Et quand vous dites l'humour, c'est la politesse du désespoir, Maman, est-ce que vous savez qui a trouvé cette formule? Non, je sais ça a été attribué à beaucoup d'auteurs, mais vous allez me dire aujourd'hui. Oui, parce que on a dit que c'était Victor Hugo, Oscar Wilde, oui. Boris Vian, Churchill. En fait, c'est un réalisateur qui s'appelle Chris Marker, qui a créé des films, qui a travaillé avec Costa Gavras, avec Montand, et c'est lui qui, dans un de ses livres, a mis cette formule et on l'a totalement oublié aujourd'hui. Eh ben oui, c'est ça. C'est pour ça, à chaque fois, j'ai dit tout le temps, comme dit l'autre, parce que voilà. J'ai vu qu'il y a plein d'auteurs à qui on a attribué cette citation. Ben, hommage à Chris Marker. Alors, vous cherchez pas toujours le mot d'esprit qui va permettre de s'en sortir, mais un mot d'esprit toujours léger. Vous préférez les paraboles à la vulgarité, Maman? Il faut, parce que la vulgarité dessert ce qu'on dit. Et puis la vulgarité, c'est toujours un symptôme de paresse. Ça veut dire qu'on n'a pas creusé, qu'on n'a pas travaillé. Et la vulgarité, c'est toujours ce qui affleure, ce qui est à la surface. C'est l'écume, c'est ce qu'on prend au lieu de creuser au fond pour trouver le joyau qui va rester, qui va faire plaisir au public, qui a fait l'effort, la gentillesse, l'honneur de venir s'asseoir pour nous écouter.
Mais justement, même les migrants en prennent pour leur compte. Oui. Je crois que vous avez parlé un jour des Jeux Olympiques avec les migrants. Maman. Oui, je disais que bientôt l'Afrique va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques pour le saut à la perche, parce que il y a les migrants qui s'entraînent pour sauter les barrières électriques à Ceuta et Melilla. On aura aussi des Africains qui vont gagner la médaille d'or en natation, parce qu'on s'entraîne à traverser la Méditerranée à la nage. C'est pour montrer que avec tous les drames, on peut rire. Mais on peut rire en sachant d'où on parle, qui parle et pourquoi il le dit. Et quand ça, c'est identifié, quand il n'y a pas d'ambiguïté, on peut tout se permettre. Les drames, le désespoir peuvent devenir objet de dérision, mais parce qu'on sait que derrière, il y a un objectif. À condition, justement, d'être précis, d'avoir travaillé ces sketchs, car oui. vous mettez des heures et des heures à travailler vos sketchs. Ah oui, toujours, et on finit jamais. Même à 10 minutes de monter sur scène, des fois, c'est là où je retrouve la bonne formulation et je la note très vite, soit sur mon carnet, soit sur mon téléphone portable. Je m'enregistre très vite avant qu'elle s'échappe, parce que la finesse, elle s'échappe très très vite. Alors, j'ai regardé un peu vos premiers sketchs, vous avez beaucoup évolué. Je crois que les premiers sketchs, c'était sur un cannibale, Maman. Ça, c'est mon tout premier sketch. Ouais. Mais vraiment, mon premier sketch sur un cannibale qui vient du Gondwana, déjà. C'était parce que j'en avais marre, tous les Africains, tous les Noirs ont marre de ce cliché sur le cannibale. Quand tu manges du chocolat, on te dit fais attention, ne te croque pas les doigts. C'est je veux te manger tout cru. C'est pour casser ce cliché sur les Noirs. Donc mon premier sketch à l'époque, il y avait tout ce phénomène de la malbouffe partout en Europe. Et je me suis dit, si un cannibale venait aujourd'hui en Europe, il aurait du mal à trouver de la bouffe saine, de la viande saine. Et donc je jouais un cannibale qui a été envoyé du Gondwana pour venir chercher de la bouffe saine. Les Anglais, il y avait la vache folle, les cyclistes, il y avait le dopage, la grippe aviaire. Donc c'était assez compliqué de trouver de la bouffe saine. Donc c'était une manière de casser les clichés sur les cannibales, et c'était mon tout premier sketch. Et puis vous avez évolué petit à petit avec des petits lieux où vous avez joué. Il y a eu le Lavoir moderne, oui. Il y a eu la Reine Blanche. Oui. Chaque fois des petits lieux pour monter en puissance. Oui, parce que faut toujours commencer tout petit pour grandir, parce que je n'ai jamais rêvé d'être sur scène. Moi, mon destin, c'était sur dans les facultés, les campus, les laboratoires. Ouais. Donc, je n'ai pas de plan de carrière. Et quand j'ai commencé l'humour, je me suis dit, il faut aller petit à petit. J'ai construit mon premier spectacle sketch après sketch à la scène ouverte du Fil de Haute-Trévise. Et je commençais par des petites salles, parce que c'est plus difficile de faire rire 12 personnes que 2000 personnes. Parce que les 12 personnes, faut les faire rire une par une à une, faut toutes les faire rire, et puis on les voit les yeux dans les yeux. Alors que dans l'anonymat des 2000 personnes, il suffit qu'il y ait 100 personnes qui rient, il y a l'entraînement, on est dans l'anonymat, on se lâche, on rigole. Ouais, moi je me souviens effectivement d'une salle où il y avait 8 personnes, dont au premier rang un monsieur qui dormait et en permanence, et Robert Manuel, qui était un grand comédien français, faisait une conférence, et à chaque fois il avançait vers le monsieur et il hurlait sur lui, et le monsieur se réveillait et se rendormait tout de suite. Alors vous avez aussi beaucoup travaillé vos sketchs avec l'accord de vos parents, parce que vos parents ne vous ont pas empêché, Maman, de faire ce métier. Non, mon père, j'avais peur qu'il me dise non et tout. Aux fonctionnaires, quand même. Voilà, et puis il s'attendait à ce que je revienne en chercheur, enseignant et tout. Donc ma mère, comme toutes les mères, me soutenait à fond. Elle me dit, vas-y, moi je te soutiens, fais ce qui te plaît vraiment, et je te soutiens. Mais mon père, au début, il a un peu tiqué, mais ce qu'il m'a dit, c'est une phrase, je m'en souviendrai toujours, il m'a dit, fais tout ton métier avec intégrité et souviens-toi du nom que tu portes. T'es pas le seul à le porter. Parce qu'on est 7 dans la famille, et dit toute bêtise, tout acte délictueux que tu vas faire, non seulement va retomber sur toi, mais va retomber sur toute ta famille et ceux qui porteront ton nom. Et du coup, il m'a pas empêché d'aller là-dessus, mais avec cette phrase, il m'a mis cette pression où chaque fois que je fais quelque chose, je pense non seulement à moi, je pense à mon public, mais je pense à toute ma famille, à tous les Nigériens, tous les Africains qui m'écoutent et qui sont conscients de ce que je dis. Parce qu'il y a cette position quand on est une minorité, par exemple en France, tout acte commis par un Africain, tous les autres Africains
sentent cette responsabilité de cet acte-là. C'est con. Quand on est ici en Afrique, si un Nigérien fait quelque chose, j'entends à la radio un Nigérien a agressé quelqu'un, je dis merde, ça va retomber encore sur moi. Pourquoi il a fait ça? Alors que quand je suis au Niger, s'il agresse une âme, je dis c'est un pauvre con, c'est de sa faute, il a qu'à payer. Donc quand on est dans cette minorité, tout acte qu'on commet, on a la responsabilité du groupe, le nom comporté. Il faut que beaucoup de gens, la majorité des gens, aient cette responsabilité-là. Alors aujourd'hui, vous avez une autre responsabilité, un autre groupe. On en parle dans quelques instants à travers une date future, le 16 avril 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Maman. Parcelle 2018. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie avec mon invité Maman et une date récente, future, 16 avril 2019. Car du 16 avril 2019, dans plusieurs lieux parisiens et avant une tournée, il y a le festival CFA. Alors CFA, Comédie Festival Africain. Oui, tout à fait. C'est le premier festival avec des humoristes africains. Je n'aime pas le terme humour africain parce qu'il n'y a qu'un seul humour. L'humour africain, en plus, ne veut rien dire. Il y a plusieurs pays africains. C'est comme si je parlais d'humour européen. Donc même moi, souvent, je me surprends à dire humour africain. Mais là, le festival CFA, c'est la première fois qu'on va avoir des humoristes africains qui vivent et travaillent en Afrique et qui viennent montrer leur art, montrer leur vision du monde en français. Parce qu'on a en commun cette langue-là et c'est compréhensible par tous les publics. Donc je dis ça aux gens, il s'agit pas d'être africain seulement pour comprendre ce qu'ils disent, pour rire de ça. On a fait l'européen, on a fait le trianon, c'était complet à chaque fois et un public archi mélangé. Et c'est CFA Festival. Non, en plus, les histoires africaines, la personne que j'ai connue qui racontait le mieux l'histoire africaine, c'était Jean Noah, l'oncle de Yannick Noah. Vous l'avez rencontré. Non, j'ai dîné un soir avec lui, il a passé 3 heures à nous raconter avec l'accent des histoires africaines. Horrible, en se moquant de son pays, et c'était génial. Ah oui. Alors, ce festival CFA, ça commence par un événement qui est le 3e du genre, c'est le gala Sans Visa, le 16 avril au Casino de Paris. Oui. Et ça, Sans Visa, c'est quelque chose que vous avez créé et qui est important pour vous. Oui, Sans Visa vient de la rencontre avec l'humoriste Jérémy Ferrari, qui est devenu un ami aujourd'hui, que j'ai invité en Côte d'Ivoire, qui est venu pour la première fois jouer devant un public africain au festival que j'ai monté là-bas, Abidjan, capitale du rire. Il est venu devant 4000 personnes la première fois et sa première vanne a été sur l'esclavage. Le public a explosé de rire et on s'est dit tous les deux, on s'est regardé, on dit c'est gagné et c'est parti. Là, aujourd'hui, ça fait, je compte même plus le nombre de fois, il a été adopté par le public africain et c'est partie de cette rencontre, on s'est dit il faut qu'on fasse ce pont entre la France et l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour combattre la France-Afrique, dès qu'on parle des relations entre la France et l'Afrique, c'est la France-Afrique qui ressort. La France-Afrique qui est une sorte de mafia entre les politiques africains, français, les industriels. Ah bah ça continue Jacques toujours. Focard et compagnie, ça existe toujours. Bah elle renaît, c'est le phénix, hein, ouais. la France-Afrique. Elle meurt pas, elle renaît de ses cendres sous d'autres formes. Et du coup, entre les peuples, c'est ça qu'on veut montrer, ce pont qu'on fait entre le public africain, le public français, qui est très mélangé. Il y a des Français en Afrique, il y a des Africains ici en France et c'est pour ça qu'on a monté ce festival CFA où des humoristes africains viennent à Paris et en tournée pour parler de l'Afrique, donner leur version du monde, donner à savoir comment, ce qu'on pense de l'immigration, ce qu'on pense de la démocratie, ce qu'on pense de Donald Trump, ce qu'on pense des gilets jaunes, comment on voit les gilets jaunes en Afrique. Comment on les voit en Afrique ? Bah, on les voit que nous, les ancêtres des gilets jaunes, ils sont en Afrique. Ça fait longtemps que en Afrique on manifeste pour plus de salaire, un mieux vivre depuis très 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 longtemps. Et on est encore en train de se battre. Et en plus nous, c'est pas que les samedis qu'on manifeste en Afrique, c'est du lundi au dimanche. On appelle ça les villes mortes. Quand les gilets jaunes africains décident à manifester, c'est villes mortes. Tout le monde ferme. On dit à l'État, ok, vous ne voulez pas nous garantir des meilleures conditions de vie, ok, on vous laisse le pays, on ferme tout. Les gens font des provisions, ils ferment leurs maisons, ils ferment leurs boutiques, ils vont pas au travail. Opération ville morte. Les gilets jaunes, ils n'ont qu'à faire ça aussi.
Ouais, ça serait une bonne idée. Ah bah oui, on va leur Macron, suggérer. il va pas tenir 2 jours. Hein. Alors, ce qui est clair aussi, c'est que les humoristes que vous présentez au Casino de Paris, et puis dans d'autres lieux, on va en parler, Oui. sont connus dans un pays, mais pas dans le pays d'à côté. Oui. C'est assez curieux. Oui, Maman. c'était ça il y a quelques années, avant que je crée le Parlement du Rire, qui est une émission vraiment continentale. Et c'est des superstars en Afrique qui jouent partout. Michel Gou, Dick Becravat, Agalawal, Magnifique, Joël. Et ils jouent même au Canada, aux États-Unis, où il y a une forte diaspora africaine. Mais paradoxalement, n'ont jamais joué dans une vraie salle en France. Alors, Joël, c'est un de vos complices à la radio. Oui, Joël, qui est un chanteur qui a commencé. Joël, sur scène, il fait son sketch et il finit en chantant Pavarotti. Oui. Ou en chantant Ray Charles. On ferme les yeux, on y est, quoi. Il a un organe vocal extraordinaire. Et puis il y a ambassadeur à Galawal, ça n'a rien à voir avec votre père ambassadeur, Non. Maman. C'est lui, il tourne en dérision tout ce qui est politique. Il adore les mots, il adore l'absurdité. Et il a un sketch qui est devenu culte, qu'on entend même ici en France, qui est partout sur YouTube, où il fait l'analogie entre un président et un prisonnier. Où il rend compte que le prisonnier, il a sa voiture, sa limousine, le président aussi. On peut quitter de la prison pour être président et vice versa. Il fait toute une analogie et on se rend compte que c'est vraiment la même chose, quoi. Oui, il faudra l'expliquer au président. Il est aussi très connu pour ses tenues, je crois, l'ambassadeur Galawal. Il a des tenues très colorées et qui met un temps à chercher ses tenues. À chaque spectacle, il change de tenue. Et à Galawal, c'est l'ambassadeur de la mode gondouanaise. Un spectacle donc de bonne tenue, comme on dit. Oui. Alors, il y a aussi le magnifique qu'on surnomme curieusement, Maman, le commandant Moriba de la Morigang. Eh ben, je vois que je suis soufflé là. Vous avez fait des recherches. Oui, commandant Moriba, magnifique. Il est extraordinaire. Magnifique. C'est quand il joue. Il vient du zouglou. Le zouglou, c'est un art musical ivoirien où on se moque de la vie de tous les jours. C'est de l'humour chanté et ça s'appelle le zouglou. Par exemple, Magic System, c'est du zouglou. Il vient du zouglou. Et Magnifique a commencé comme ça. Et sur scène, c'est très musical quand il fait ses sketchs. C'est une phrase, un rire. Magnifique. Il est extraordinaire. Il a une telle aisance sur scène. Et le Moriba Gang, c'est toute sa famille d'humoristes qui étaient avec lui quand il a commencé. Et pour trouver tous ces humoristes, c'est la radio qui vous a permis de faire tout ça, Maman? La radio, oui, RFI, qui m'a permis d'avoir une renommée partout en Afrique, un respect, une légitimité, ce qui m'a permis après, quand j'ai monté ma société de production là-bas, aller vers tous ces humoristes qui ont, pour certains, 10 ans, 20 ans de carrière, mais n'étaient pas connus. Et donc, ils sont venus vers moi avec confiance. Je leur ai dit, on va s'organiser pour monter vraiment, créer une économie de l'humour africain. Parce que tous ces gens-là, jusqu'à 2 ans, ne vivaient pas de leur art. C'est au 1er janvier, ils pouvaient pas vous dire, voilà, je vais jouer d'ici le mois de mars, je vais jouer 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Ils savaient pas. C'est au jour le jour. Aujourd'hui, avec le Parlement du Rire, le festival, le Comedy Club, je viens d'ouvrir un Comedy Club à Abidjan, le festival CFA qu'on monte là, sans visa, ils ont une visibilité sur les dates qu'ils vont avoir et du coup, ça fait des revenus assurés pour eux. Ils peuvent aller voir une banque pour leur dire, voilà, j'ai tant de contrats, j'ai ceci, j'ai cela, est-ce que je peux avoir un crédit pour acheter une voiture, pour m'acheter un appartement? Et on est en train de créer une économie de l'humour en Afrique où, je l'ai dit, il y a 110 millions d'Africains. On peut se suffire à ça. Et donc, quand je les fais venir ici pour le festival sans visa, ce n'est pas pour leur dire, venez travailler en France, vous allez gagner de l'argent, c'est mieux. Non, ils vont venir ici, montrer au public ce qu'ils savent faire, mais ils vont rentrer. Parce qu'un humoriste ne peut pas être comme un footballeur, quitter l'Afrique, aller jouer à Chelsea, Manchester. Non, un humoriste doit toujours rester au contact de son public, au contact de la réalité qu'il décrit pour ne pas être dépassé par la réalité. Ce que vous faites, Maman, c'est ce qui s'est passé dans l'art contemporain, où on a découvert l'Afrique et maintenant c'est l'humour. C'est l'humour, exactement. On a eu l'humour, on a eu le football, la musique, l'art contemporain. Et là, c'est l'humour, c'est la prochaine grande chose, comme disent les Anglais. Et on s'est longtemps moqué de l'humour africain. Michel Leb a fait sa carrière sur un sketch en faisant l'Africain. D'ailleurs, ce sketch était tellement important que chaque fois qu'il faisait une pièce, le public lui réclamait le sketch. Il était obligé de faire l'Africain au milieu de la pièce beaucoup plus sérieuse. Alors,
Alors, il y a donc plusieurs soirées. Il y a les soirées, il y a la soirée au Casino de Paris. Oui. Après, il y a la Comédie de Paris avec Joël, la Comédie de Paris avec Alawal, Oui. le magnifique Michel Gou, et ensuite la Cigale. Oui. C'est une tournée pratiquement à Paris. Oui, c'est une tournée à Paris et dans toute la France. Donc au Casino de Paris, le 16 avril, c'est vraiment le gala sans visa. C'est un peu notre tête de gondole avec tous les humoristes que vous avez cités là. Et vous avez oublié, il y a Roncia du Congo, Omar Defunzu du Gabon. Omar Defunzu qui est extraordinaire. Il peut imiter tous les accents africains, camerounais, sénégalais, maliens. Il est impressionnant. Et après, il y a la Comédie de Paris, qui est une salle beaucoup plus petite où... Juste à côté du casino. Exactement, où chaque humoriste va faire son spectacle, son one-man show de 1h15. Joël va jouer là-bas. Michel Gou qui est la véritable... On le surnomme le Louis de Funès africain. Michel Gou, partout où il passe, il provoque des émeutes. Il était dans mon film Bienvenue au Gondwana. Et Michel Gou va faire son spectacle. Joël, je l'ai dit, à Galawal est magnifique. Et ensuite une tournée en France avec quelques villes. Et une tournée, on va aller d'abord à Bruxelles le 17 avril, puis on ira à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nantes. Et le 25 avril, à la Cigale, je joue mon tout nouveau spectacle qui s'appelle Frontières. Frontières, oui, qui est une chose importante, puisque vous avez mis des mois et des mois à le construire. Exactement. Et que ça commence en 1884, je crois. Oui, 1884, avec la conférence de Berlin, où les puissances de l'époque se sont réunies pour décider du tracé des frontières des pays africains. Et on le paye aujourd'hui. Dans les problèmes que les pays africains, les conflits qu'ils vivent aujourd'hui, ça remonte à ces tracés arbitraires qui ont été tracés, règles, compas, aujourd'hui pour mesurer la superficie d'un pays africain. Il ne faut pas envoyer des géomètres sur le terrain, il faut juste faire largeur multipliée par longueur. C'est des rectangles, des carrés, c'est absurde, arbitraire. Et des peuples ont été divisés en deux. Moi, j'ai une partie au Niger de ma famille, une partie au Nigeria, et beaucoup de gens vivent cela. Et c'est aujourd'hui, on parle de frontières partout. Trump qui veut faire le mur, l'espace Schengen où que les gens veulent abandonner, revenir aux frontières de la France, le Brexit. Chacun veut faire des frontières alors que la terre est à nous tous, quoi. Et vous avez aussi un autre projet cher à votre cœur, c'est une école de l'humour à Niamey, je crois. Exactement, à Niamey, chez moi au Niger, une école de comédie. Le projet est déjà très avancé. J'ai un terrain de 10 000 mètres carrés que m'a attribué l'État nigérien. Et il y a un architecte qui est en train de dessiner les plans. Maintenant, on cherche des financements. Les financements qui existent un peu partout. Il faut juste aller les chercher. Ça va être une école panafricaine. Ce besoin, je l'ai senti quand j'ai monté le Parlement du Rire, où on exigeait de la part des humoristes des textes écrits d'abord. Et j'ai vu que la plupart avaient du mal à écrire ces textes-là. Donc il y a ce manque d'écriture, de mise en scène, de comment se tenir sur scène, comment aller à l'efficace. Donc c'est une école qui va former tous ces humoristes de toute l'Afrique et aussi des techniciens son, lumière de scène. Et vous dites que le prochain grand humoriste, Manaman, sera africain. Oh oui, j'en suis convaincu, parce que dans l'humour, c'est là où on doit dire des choses. Comme Romain Boutet le disait, il faut une colère pour monter sur scène. Et c'est là qu'on sent la vérité. Coluche est ému par une colère. Il suffit de voir les Restos du Cœur aujourd'hui, en 2019, qui cartonnent. C'est cette colère qui était l'essence, le carburant de Coluche. Desproges était quelqu'un en colère. Raymond DeVos, tous ces gens-là étaient en colère. Pierre Dac, Blanche, ils étaient tous en colère. Et c'est ce qui fait monter sur scène. Et c'est ce qui me fait monter sur scène. C'est ce qui fait qu'un Africain aujourd'hui n'a juste qu'à écouter les informations pour savoir ce qui se passe en Afrique. Ça le met en colère et il monte sur scène. C'est pour ça que pour moi, la future star de l'humour africain, de l'humour mondial viendra d'Afrique. Eh ben, c'est tout le mal que je vous souhaite, Maman. Je rappelle que ce festival, Comédie Festival Africain, festival CSA, c'est du 16 au 27 avril 2019, le 16 au Casino de Paris, le 19 et le 21 à la Comédie de Paris et le 25 à la Cigale. Voilà, donc venez du sud, du nord, de l'est, venez, puisque nous on vient d'Afrique juste pour vous faire rire et partager de la fraternité et de l'amour. Et merci d'avoir partagé cette fraternité du langage aujourd'hui dans ces clés d'une vie, Maman. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.